on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. Le mot crise en chinois, qui se dit weijie, se compose de deux caractères. L'un qui représente le danger et l'autre l'occasion à saisir. Ce mois-ci, le monde de l'art a été secoué par une vague d'annonces qui illustre des changements structurels. Alors oui, ne nous trompez pas, le marché de l'art depuis presque 3 ans traverse une crise dans la durée et la plus importante depuis 2008. Et si c'était dans des facteurs intrinsèques de cette crise que l'on trouvait des opportunités de changer et de s'ajuster aux nouvelles mutations. Décryptage. Les derniers résultats des ventes aux enchères pour le premier semestre de l'année, et notamment les maisons Sotheby's, Christie's et Phillips, ont été en baisse en atteignant moins de 4 milliards de dollars, soit une baisse de 6% par rapport à la même période en 2024 selon les analyses de Art Tactic. Et le total des ventes aux enchères enregistrées est le plus bas depuis au moins une décennie, en dehors de la pandémie en 2020. Et enregistre globalement une baisse de 44%, soit plus de 3 milliards de dollars de baisse par rapport à 2022, ensuite à une baisse de 19% en 2023 et 26% en 2024. Même si pour la maison de vente leader du second marché, Christie's, c'est quelque part l'annonce de ses résultats, une forme de ouf de soulagement du fait pour elle de résultats plus stables au premier semestre 2025, dû en grande partie aux ventes en ligne qu'elle a pu programmer. Il est indéniable que les ventes aux enchères ont diminué pour la 3e année consécutive, et ça c'est un fait. Ce qui suscite des analyses contrastées quant à un changement plus profond du marché de l'art, d'autant que la prospérité des plus riches collectionneurs a atteint des niveaux records en 2025 et depuis 3 ans, ce qui soulève des questions sur le fondement véritable de ce changement dans le marché de l'art, qui génère de fait de nouveaux comportements et des changements dans les acteurs principaux. En effet, les maisons de vente aux enchères s'emploient à attirer de plus jeunes collaborateurs comme de plus jeunes clients et à programmer plus de ventes en ligne, étant un moyen de consommation de l'art qui est maintenant privilégié par les nouvelles générations. Mais il est un fait plus marquant dans les ventes d'œuvres d'art, c'est que les secteurs qui tiraient traditionnellement le marché de l'art, soit les secteurs de l'après-guerre, post-war ou l'art contemporain, principaux moteurs de la croissance des ventes aux enchères au cours des dernières décennies, ont chuté de 19% selon les dernières analyses de Art Tactic. Aux États-Unis, première place de marché mondial dans le commerce de l'art, les inquiétudes persistantes qui concernent la croissance économique mondiale, comme l'inflation en cours et la montée des tensions géopolitiques à travers la planète, pèsent sur la confiance et créent un climat d'investissement plus prudent. Et ce, même si les marchés boursiers se sont stabilisés après avoir augmenté de plus de 20% en 2023 et 2024, et qu'ils sont de nouveau en hausse depuis le mois de juillet. Un professeur de Yale University, William Gottsman, a publié une étude sur la relation entre les prix de l'art et la richesse financière depuis plus de 300 ans et a constaté qu'ils étaient fortement corrélés, c'est-à-dire que la demande pour l'art augmentait avec la richesse des collectionneurs en art, selon son article qui est intitulé « Comptabilité du goût de l'art et des marchés financiers sur 3 siècles ». Cependant, aujourd'hui, cette corrélation de 300 ans semble rompue, avec 2 explications possibles de cette divergence. Soit cette baisse du marché de l'art est une aberration temporaire et le marché de l'art rebondira cette année ou l'année prochaine, soit le marché de l'art connaît un changement beaucoup plus structurel.
Et la question est de savoir s'il y a une sorte de déviation fondamentale de la norme sociologique dans le commerce de l'art, à savoir que ce sont les plus riches qui sont les plus fortement impliqués dans la création et la transmission de collections d'art. Cette déviation qui semble enracinée aujourd'hui dans le changement de richesse générationnelle. Car pendant des décennies, le marché de l'art a été en grande partie alimenté par la génération des baby-boomers qui ont construit de grandes collections d'art à mesure que leur richesse se développait depuis les années 1980 jusqu'en 2000. Et dans le même temps, aujourd'hui, deux nouvelles générations sont plus actives sur le marché de l'art, les millennials et la génération Z, qui semblent ne plus avoir les mêmes aspirations ni même les mêmes goûts que leurs aînés, et cela engendre de fait des mutations structurelles. On évalue à plus de 100 000 milliards de dollars la richesse qui devrait passer des baby-boomers à la prochaine génération, et cela fait dire à certains experts que le marché de l'art pourrait, au-delà de montrer des signes d'un véritable changement structurel, faire face à une crise beaucoup plus existentielle. Alors les maisons de vente aux enchères s'adaptent à ces nouveaux modes de consommation d'art en découplant les ventes en ligne et en constatant que les plus jeunes collectionneurs préfèrent acquérir de l'art à partir de leur téléphone. La mission principale des acteurs du marché de l'art professionnel marchand étant d'offrir aujourd'hui les objets et les œuvres d'art que les nouveaux clients recherchent, de les offrir au bon prix et de la bonne façon. Mais qui dit crise, vous l'avez compris, dit aussi opportunité et donc initiative. C'est ainsi qu'un groupe de professionnels du marché de l'art, composé de Brett Garvey, Patty Wong, Philippe Hoffman et Edward et Alex Dolman, ont choisi, en se réunissant, de mettre en commun leurs compétences et de cibler de nouveaux collectionneurs de premier plan avec un nouveau modèle de conseil à échelle mondiale. Et ce, alors que plusieurs galeries éminentes ont confirmé leur cessation d'activité à New York, comme à Paris et à Londres ces dernières semaines. Cette alliance stratégique qu'ils ont dénommée New Perspective Art Partners prend la forme donc d'une entreprise de conseil qui réunit alors Edward et Alex Dolman de Dolman Partners, Brett Garvey de Levy Garvey Dayan, Philippe Hoffman du Fine Art Group et Patty Wong de Patty Wong et Associés, soit de très lourds acteurs du marché international de l'art qui collectivement visent à remodeler le paysage du conseil en investissement d'art haut de gamme, porté par une croyance partagée à la nécessité urgente d'un changement de paradigme. Ils font tous le constat que ce dont on a besoin aujourd'hui leurs clients, c'est d'innovation. Une approche à plus grande échelle et plus intégrée avec une expertise partagée dans 5 domaines clés, à savoir les investissements, les prêts d'œuvre, les services de conseil, d'évaluation et de vente privée. Leur alliance devrait permettre d'atteindre et de répondre aux besoins de la plupart des grands collectionneurs du monde et des nouveaux entrants, et ce du fait de leur expérience en tant qu'acteurs sur le marché depuis au moins 35 ans. Ils ont choisi de fonctionner comme une grande entreprise de conseil en réseau sur le modèle des réseaux McKinsey ou BCG, avec un partenariat au niveau mondial qui leur permet de conserver la faculté d'entreprendre de façon individuelle, mais propose de collaborer dans un cadre commun. Et du fait de leur spécialisation respective, ce partenariat combiné avec une présence mondiale leur offre un avantage concurrentiel. Ils ont affiché leur engagement clairement dès l'annonce de leur constitution qui, je l'avoue, m'a fait sourire en coin, tant cela est mon motto depuis que j'ai créé Go Between Art Agency il y a 10 ans.
À savoir, ils annoncent qu'ils veulent travailler en toute indépendance et en réseau, en faveur d'une transparence, précisant que leurs conseils se feront en totale indépendance de leurs activités propres, mais aussi de l'une quelconque des pressions commerciales qu'ils reconnaissent et qui sont généralement à l'origine du commerce mondial de l'art. Alors certes, New Perspective Art Partners s'adresse à des collectionneurs de premier plan en délivrant des conseils sur mesure, mais n'exclut pas les nouveaux entrants qui seraient prêts à s'engager à ce niveau sur le marché de l'art, comme par exemple un entrepreneur qui vient de vendre une entreprise et qui veut commencer activement à acquérir de l'art, un musée en cours de formation ou un membre de cette nouvelle génération qui a hérité d'une collection et ne sait pas quoi en faire. Car en effet, le conseil en matière d'investissement en art s'étend bien au-delà des transactions et c'est ma vision que depuis 10 ans je partage et je dirais que le conseil en art est nécessaire dans la durée et sans doute à l'échelle d'une génération afin de maximiser la valeur d'une collection que l'on choisit de constituer ou plutôt qu'on souhaite vendre ou que l'on choisit de conserver pour les générations futures. Alors oui, l'un des changements les plus importants auxquels le monde de l'art est confronté aujourd'hui, c'est ce changement générationnel. Et New Perspective Art Partners annonce avoir l'intention de faire partie de cette aventure qui est souvent nommée le grand transfert de richesse et de participer à alimenter et à s'ajuster à cette nouvelle vague d'acheteurs qui ont des priorités et des perspectives différentes de leurs aînés. Un autre changement est en train d'être analysé, celui-là est plus géostratégique et fait appel à un questionnement sur les places de marché dans le commerce de l'art, à savoir, au-delà de ce qu'il faut vendre ou pas sur le marché, où le vendre, où la demande est la plus forte pour tel ou tel type d'œuvre, où sera le prochain marché de collectionneurs. Et l'attraction vers l'Asie est de plus en plus forte, avec des changements notables en termes de mode de transaction observés ces dernières années, et l'évolution des besoins de ces nouveaux collectionneurs qui, à mesure que leurs collections sont devenues plus importantes et précieuses, ont besoin de services et de soutien plus variés et plus complexes. De plus en plus, ces clients recherchent donc des conseils sur la manière de penser leur collection afin de la gérer au mieux de leurs attentes. Par ailleurs, on enregistre une poussée vers le Moyen-Orient qui s'est intensifiée depuis 2 ans avec, pour l'illustrer concrètement, l'arrivée de grandes foires internationales, comme annoncé par Art Basel en février prochain à Doha au Qatar, et les plus grandes maisons de vente aux enchères, Sotheby's et Christie's, qui ont démarré leur première vente dans cette région du monde, le Moyen-Orient ayant une base de collectionneurs importante et en croissance, enracinée dans un intérêt régional de longue date pour l'art et l'histoire de l'art, et qui gagne maintenant en visibilité dans le monde de l'art. Le Qatar, les Émirats Unis et l'Arabie Saoudite ont tous placé la culture au cœur de leur programme de soft power en utilisant l'art et le patrimoine culturel comme encre de positionnement et d'influence au niveau mondial. Alors, si un marché de l'art déprimé peut présenter toutes sortes d'opportunités, l'acquisition d'œuvres d'art à un prix peut être sous-évaluée en est une. Et de nouveaux outils qui sont axés sur l'analyse par indice du marché de l'art ont vu le jour récemment pour le démontrer s'il le fallait, comme l'indice Continental Art Price, qui a été conçu en Chine par l'école supérieure de commerce de Cheung Kong en collaboration avec l'école de gestion SDA Bocconi en Italie. Ces 2 écoles ont lancé conjointement un outil qui permet de suivre les performances du marché mondial de l'art en fournissant de nouvelles analyses sur du long terme et comparatives avec un indice qui a été construit selon les lieux de naissance des artistes et qui recouvre l'Asie, l'Afrique, l'Océanie, l'Europe et les Amériques.
Cet indice est basé sur des enregistrements des ventes aux enchères depuis 1873 de Sotheby's, Christie's puis Phillips dans les plus grandes villes du monde et fournit des analyses plus régionales en reflétant des changements économiques profonds, avec comme premier enseignement que le marché de l'Europe concernant l'art est plus mature et stable, tandis qu'en Amérique on affiche une expansion et une volatilité plutôt du style de l'après-guerre. La croissance en Asie, elle, est tirée par l'Inde et la Chine, mais avec des niveaux de rapidité inégaux. Et c'est en combinant l'indice Sotheby's, May et Moses qui regroupe les résultats des ventes aux enchères entre 1928 et 2000 avec l'indice d'art créé et qui regroupe des résultats entre 2000 et 2024 que ces chercheurs ont découvert aussi que les rendements glissants depuis 10 ans dans l'art sont finalement devenus négatifs en 2023-2024 et que donc, et c'est là où il y a une opportunité, que pour les collectionneurs de long terme, cela représente aujourd'hui un point d'entrée stratégique dans le marché de l'art au niveau des acquisitions d'œuvres d'art. Enfin, une dernière et autre bonne nouvelle ce mois-ci, c'est le projet de loi en préparation aux États-Unis sur la transparence du marché de l'art qui a été proposé par un groupe de sénateurs américains afin de mettre la réglementation américaine, écoutez bien, en conformité avec l'Europe et le Royaume-Uni. Et oui, c'est une première à souligner. Donc c'est un groupe de sénateurs américains républicains et démocrates qui a introduit ce mois-ci ce projet de loi qui est baptisé Art Market Integrity Act et qui exigerait que les entreprises du marché de l'art qui opèrent aux États-Unis respectent les mesures visant à prévenir tout blanchiment d'argent et donc tout financement du terrorisme. Ce groupe de sénateurs a relayé ainsi le constat que pendant des décennies, les entreprises criminelles ont utilisé l'industrie américaine de l'art, soit à plusieurs milliards de dollars, comme une tirelire personnelle pour des systèmes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Et si elle était adoptée, cette législation mettrait le marché de l'art américain, soit le plus important au monde, puisqu'il représente 43% des ventes mondiales d'œuvres d'art, ou à peu près 25 milliards d'euros, plus étroitement conforme au Royaume-Uni et à l'Union européenne, qui ont adopté les réglementations les plus strictes contre le blanchiment d'argent ces dernières années. Alors finalement, si le monde de l'art ne s'effondrait pas, mais qu'il changeait de main, comme il le devrait, et donc de paradigme. L'un des défis les plus urgents à relever n'est pas vraiment le manque d'acheteurs ou de capitaux, mais plutôt le décalage croissant entre les acheteurs et les vendeurs. Car par exemple, les vendeurs, ou en tout cas certains, ne semblent pas sous pression avec un besoin de vendre et cela génère une sorte d'impasse avec des œuvres exceptionnelles qui ne changent pas de main alors qu'il y a des acheteurs très actifs au plus haut niveau qui donc ne trouvent plus nécessairement les œuvres qu'ils souhaitent acheter. Donc si on arrêtait de réagir aux fermetures de galeries ou de mesurer les signes d'effondrement du marché ces derniers temps et que l'on commençait plutôt à entrevoir leur signification sous-jacente du fait de ce changement générationnel qui fait place nette ou presque et surtout laisse entendre de nouvelles voix comme le souhait de nouveaux modèles de transaction. Dans le commerce de l'art, depuis des siècles, il est un fait, c'est la résilience. Et cela au-delà des mutations qui sont en lien avec des changements géopolitiques, économiques et sociétaux plus larges. Et ces nouvelles de ces derniers mois ne devraient plus être interprétées uniquement comme des signes de crise, mais aussi comme des signes d'opportunité. Car ce faisant, elle laisse ou donne de la place à une nouvelle génération d'acteurs professionnels qui n'a rien à perdre et tout à prouver, et surtout que l'art est et restera l'art. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 7 de la saison 6, et si la crise du marché de l'art était une opportunité. Restez à l'écoute pour un prochain épisode, ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.